Alors moi, Bonjour. Sabine, enchantée de faire votre connaissance. Moi, c'est Myriam. J'avais pris contact avec Yasmine Kando. Voilà, je fais partie aussi du collectif. Je vois que là, j'ai écouté un petit peu votre présentation à Christelle. Peut-être que, voilà, il y a des gens qui viennent de se joindre à nous. Si vous voulez bien vous représenter, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Déjà, merci de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Sabine Trébaol. Je suis représentante au sein de l'association Endo-France et chargée des relations avec les institutions. Donc, en fait, je suis en charge de toutes les relations qui vont être avec le ministère, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de santé, mais aussi avec les différentes ARS lorsque les représentants en région ont besoin de soutien sur ces aspects-là. D'un point de vue personnel, j'ai une formation en fait en droit de la santé, spécialisée dans la gouvernance d'établissement. Et après, je me suis spécialisée un peu plus sur l'offre de soins libérale et l'accompagnement des professionnels de santé libéraux et ça, pour essayer en fait d'améliorer leur qualité de vie au travail, puisque pour moi, un professionnel de santé qui est bien dans son travail, c'est aussi des patients et des patientes mieux soignés. Donc, on parle beaucoup de qualité de vie au travail pour tout le monde, mais c'est important aussi pour les soignants. Oh Donc, oui, et ça, la crise sanitaire l'a encore plus mis en valeur. c'est vrai. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, c'est un de mes combats. Et après, donc, j'ai rejoint l'association Endo-France donc, il y a quelques années maintenant, ça doit être en 2016, je crois, 2016-2017. En fait, j'ai découvert pendant mes études que j'étais atteinte d'endométriose. Mon conjoint était interne en médecine et on en a discuté ensemble. Et en fait, ni lui ni moi n'avions beaucoup d'informations sur le sujet. Donc, ça m'a un peu alertée. Et après, durant mes masters, j'avais contacté l'association pour m'investir, pour essayer de mieux comprendre la maladie, mais aussi de mieux la faire comprendre aux personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes ces informations-là. Et soutenir aussi les femmes. Donc, j'ai d'abord été représentante en région PACA, puis en région Bretagne, et puisque j'ai dû bouger dans le cadre de mes études. Et après, donc, une fois avoir fini mes études, la présidente de l'association m'a proposé le poste de responsable des relations institutionnelles, étant donné que j'avais, dans le cadre de mes études, pu faire des stages en assurance maladie, auprès de médecins libéraux ou d'hôpitaux ou d'ARS. Et donc, du coup, je comprenais un peu le langage des institutions assez facilement et j'avais la possibilité voilà, d'échanger avec eux. Donc voilà pour l'association. Donc l'association Endo-France, en quelques mots, c'est une association donc, qui a été créée en 2001. Donc on a fêté nos 20 ans l'année dernière. On est agréé par le ministère des Solidarités et de la Santé en tant qu'association d'usagers du système de santé. Et on participe aussi donc, aux recommandations. On a participé à la rédaction des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'endométriose, notamment sur la partie information des patientes. Et on a publié donc le livre Idées reçues sur l'endométriose avec plusieurs médecins pour essayer de déconstruire un petit peu certaines idées reçues comme la grossesse guérit de l'endométriose ou ces choses-là. Et voilà. Au sein de l'association, on a également une marraine et un parrain. Donc notre marraine, c'est Laetitia Milo, qui œuvre maintenant depuis un bon moment pour l'association. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir des spots télévisés en 2016 et en 2021. Et grâce à ces dons, on a pu verser au sein de l'association depuis quelques années, on a pu verser aujourd'hui 255 000 € à la recherche, ce qui n'est pas rien parce qu'on le sait, en France, le domaine de la recherche manque d'argent. Donc, on est aussi ravis des annonces du gouvernement qui devraient donner un peu d'argent à cette recherche. Et donc, grâce à ça, on devrait pouvoir améliorer la situation. Et notre parrain, Thomas Ramos, est rugbyman donc en équipe de France et sur Toulouse. Et il représente tous les conjoints des femmes atteintes d'endométriose, ou les papas, ou voilà, tous les hommes de l'ombre quelque part, parce que l'endométriose est une maladie de couple. Ça touche la femme dans son intimité, mais ça impacte aussi le couple, puisque parmi les symptômes de l'endométriose, il y a les douleurs lors des rapports aussi, en plus des douleurs lors des règles.
Donc voilà, ça touche les femmes, ça peut toucher les papas, ça peut toucher les frères, les sœurs, ça impacte toute la famille en fait, quand une femme est atteinte d'endométriose. Donc ils représentent un peu ces hommes de l'ombre qui sont là pour nous et nous soutenir. Absolument. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce qui va se passer cette année, ce qui s'est passé là depuis donc le 12 janvier, il me semble, à l'annonce de M. Macron, et ensuite M. Véran au mois de février aussi a fait quelques annonces. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé l'année dernière, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était une volonté du président actuel. On a eu d'abord la ministre Agnès Buzyn qui nous avait contacté et qui avait fait donc en mars 2019, une annonce d'un programme endométriose. Et puis la crise sanitaire est passée par là et donc le nouveau ministre a pris le relais donc en mars de l'année dernière pour nous contacter, nous demander de relancer un peu les travaux. Donc on a en avril relancer les travaux. Il y a eu 5 groupes de travaux, donc sur la formation des professionnels de santé, sur l'accès aux soins, sur la recherche, sur la communication et le dernier, c'est sur le parcours de soins. Donc il y a eu 5 groupes différents. On avait des membres de l'association dans chacun des groupes. Il y avait aussi d'autres associations et dans chaque groupe des professionnels de santé. Et une représentation de l'assurance maladie également et du ministère. On a rendu nos conclusions, donc les conclusions étaient finies en juin, juillet. Donc après, on a attendu sagement les annonces du gouvernement qu'on a finalement eu donc début janvier. Donc voilà, donc nous on était contents d'avoir ces annonces parce qu'on avait travaillé un peu dans l'ombre l'année précédente sur ça et donc c'est des choses pour lesquelles on se bat un peu depuis plusieurs années, donc on était ravis d'avoir ces annonces. Donc, oui. Oui, j'ai quand même une question parce que c'est intéressant au niveau de la stratégie. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que Madame Buzyn, en 2019, après 20 ans d'existence de cette association, 20 ans de douleur, enfin voilà, de silence, pourquoi d'un coup elle s'empare de ce sujet? Quelle est pour vous la raison? C'est intéressant, ça peut servir pour d'autres causes. Et ben en fait, alors notre association n'est pas la seule association et c'est une maladie qui existe depuis des années. Je pense que peut-être que le fait que ce soit une femme, déjà, ça l'a peut-être sensibilisée au sujet de l'endométriose. Après, c'était aussi un peu annoncé dans la campagne présidentielle de l'époque. Le président, dans sa campagne présidentielle, avait un peu annoncé le fait qu'il voulait soutenir les femmes atteintes d'endométriose. Et donc, du coup, quand on n'a pas été surpris quelque part d'avoir été contacté derrière par le ministère, on était plutôt ravis justement que ce soit une promesse de campagne quelque part qui se réalise. On l'a vu même là cette année, il y a d'autres candidats qui ont parlé de l'endométriose dans leur campagne. Et donc je pense que quelque part, l'endométriose est une maladie qui touche une femme sur 10. C'est ça donc, aussi. Une femme sur 10, c'est une électrice sur 10 aussi. Donc, voilà. Il y a forcément quelque part quelque chose de politique, mais une maladie qui touche une femme sur 10, c'est aussi important de s'en saisir et de faire des choses pour cette maladie parce que ça montre aussi son impact. Et en fait, avant tout ça, je pense que moi, c'est une question que mon père m'avait déjà posée une fois. Il m'a dit, mais je ne comprends pas, ça touche autant de femmes et on n'en parle pas. Et moi, je lui avais répondu, mais est-ce qu'à table, chez tes parents ou dans des réunions de famille ou en famille, vous avez déjà parlé des règles de ta mère? Parce que lui, donc ils sont que des garçons. Dans la famille, on se dit, est-ce que vous avez déjà parlé des règles de ta mère? Juste des règles, hein, pas des maladies ou tout ça, mais juste des règles. Je dis, non. Je dis, voilà, déjà, si vous ne parlez pas des règles, comment parler des maladies qui touchent la femme dans son intimité et notamment pendant les périodes de règles? C'est déjà, de base, c'est compliqué. Donc, une fois que... Je trouve qu'avec la société actuelle, on brise de plus en plus de tabous. Et quelque part, le tabou sur les règles étant aujourd'hui un peu brisé, pareil, le tabou sur les douleurs lors des rapports aussi, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Et finalement, c'est le fait d'avoir brisé ces tabous dans la société actuelle qui permet d'avancer, de discuter, de parler de la maladie et d'amener à la faire reconnaître aussi. Ensuite, c'est une maladie qui a un réel impact économique aussi, hein, parce que c'est une maladie invalidante.
avec du coup qui coûtent de l'argent parce que les femmes qui souffrent peuvent pas aller travailler comme elles le souhaiteraient. Ce sont des prises en charge médicamenteuses dans un parcours dont on va parler tout à l'heure qui est très long, très pénible, avec une errance thérapeutique et médicale qui est quand même encore très présente, hein, 7 ans en moyenne pour diagnostiquer. Et donc, il y a un coût économique. Donc, il y avait vraiment urgence aussi, quelque part. Peut-être que c'était un des facteurs à prendre à bras le corps ce dossier-là. Oui, en fait, pour expliquer rapidement ce qu'est l'endométriose, parce que je ne sais pas si tout le monde a forcément l'information, c'est une maladie, donc c'est l'endomètre qui s'écoule lorsqu'on a nos règles. Et donc, c'est des cellules qui sont semblables à l'endomètre qui, lors des règles, se développent en dehors de l'utérus. Donc, ils vont se développer, ça peut partir au niveau des vessies, au niveau des ovaires, des trompes, mais ça peut aussi parfois monter jusqu'au diaphragme. Donc, ça va aussi régulièrement sur le rectum. Donc, ça peut poser des soucis donc, pour uriner, des soucis pour aller à la selle, mais voilà, de manière générale, des douleurs lors des règles, puisque c'est lors des règles que cette maladie se répand, parce que l'endomètre, lorsqu'on a nos règles, l'endomètre, quelque part, s'écoule dans notre utérus et a une porte de sortie lors des règles. Et ces cellules qui sont semblables à l'endomètre, lors des règles, s'écoulent également. Mais lorsqu'elles s'écoulent au niveau de la vessie, de l'ovaire, tout ça, n'ont pas forcément la possibilité d'évacuer. Et donc, ça fait quelque part des sortes de toiles d'araignée et ça colle les organes entre eux. Et donc, ça crée des douleurs lors des règles et même des douleurs après qui peuvent persister en dehors des règles. Voilà pour l'explication rapide de la maladie. Et en fait, le seul traitement qui existe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de traitement pour soigner l'endométriose, une fois qu'on a l'endométriose, on ne peut pas se soigner de l'endométriose. Le seul traitement qu'on a trouvé, c'est que, étant donné que ce sont les règles qui permettent le développement de la maladie, on stoppe les règles. Et pour stopper les règles, donc il y a plusieurs traitements. Il peut y avoir la ménopause artificielle, mais le traitement le plus courant, ça va être de prendre une pilule en continu pour ne pas avoir ces règles. Et lorsqu'on a des spottings, on arrête la pilule une semaine et puis on reprend la plaquette suivante. Après, oui. Pardon. Et le stérilet, non? Allez-y. Le stérilet hormonal peut servir, notamment pour l'adénomiose. L'adénomiose, c'est une forme d'endométriose qui reste uniquement dans l'utérus. Et en fait, au lieu de se répandre en dehors de l'utérus, cette cellule semblable à l'endomètre va ronger les parois de l'utérus et se loger dans le muscle utérin. Et donc, cette forme d'endométriose est beaucoup plus, elle est dite interne et elle est beaucoup plus douloureuse en général qu'une endométriose, on va dire classique, entre guillemets. C'est aussi, en général, elle qui va apporter plus de difficultés à concevoir, puisque si elle ronge la paroi utérine et que la paroi utérine se retrouve bien abîmée, bien rongée, on comprend qu'il est difficile pour un ovule de pouvoir ou un embryon de pouvoir en tout cas s'accrocher sur la paroi. Et donc ça, c'est la prise en charge de l'endométriose et la prise en charge des douleurs, parce qu'il faut bien souvent dissocier la prise en charge de la maladie et la prise en charge des douleurs, même si en prenant en charge la maladie, on peut diminuer les douleurs. Il y a quand même des douleurs qui persistent, et notamment lorsque il y a de l'endométriose aussi neuropathique, puisqu'une fois qu'on a retiré les cellules par celluloscopie, on peut retirer les cellules d'endométriose, mais si elles étaient là pendant 20 ans sur un nerf, le nerf, lui, il a enregistré un message douloureux, il va continuer à l'envoyer au cerveau, même si la cellule n'est plus là. Donc, il y a des femmes qui n'ont plus d'endométriose, qui ont toujours des douleurs, ce qu'on appelle du coup l'endométriose neuropathique. Et donc, c'est important de prendre en charge la douleur de manière bien séparée. Et donc, la prise en charge de la douleur, aujourd'hui, souvent, c'est la prescription d'anti-inflammatoires. Donc voilà, il faut les prendre dès qu'on a des douleurs, il ne faut pas attendre que la douleur s'installe. Et il faut essayer d'éviter le plus possible les traitements comme les morphiniques, en fait, puisque comme c'est une maladie chronique, on en devient très vite dépendant, on a très vite besoin de plus de doses. Et après, il y a aussi toutes les médecines douces, les médecines parallèles. Donc, il peut y avoir la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'hypnose, la sophrologie. Voilà, il y a des femmes qui vont aussi du coup adapter leur alimentation aussi pour prendre une alimentation anti-inflammatoire, donc éviter tout ce qui risque d'être inflammatoire, parce que c'est une maladie qui est aussi inflammatoire. Donc voilà,
c'est une prise en charge qui est lourde et qui est complexe parce qu'il y a, comme vous le disiez, donc la prise en charge donc médicamenteuse avec du coup des hormones en continu, etc. Et la prise en charge des médecines de la douleur qui, elle, parfois, du coup, est prise en charge sur des soins qui ne sont pas remboursés de base par la sécurité sociale. Qui va, par exemple, l'ostéopathie, l'hypnose, tout ça, c'est pas forcément pris en charge par la sécurité sociale ni par notre mutuelle, ça dépend. Et donc, ça peut être une maladie qui, en effet, peut être très coûteuse à la fois pour la santé, puisque c'est des traitements qui sont coûteux enfin pour le système de santé, pardon, parce que aussi les examens pour les faire peuvent être aussi des examens coûteux, hein, notamment pour le diagnostic. Il y a le diagnostic de base, c'est l'interrogatoire et l'échographie. Et si besoin, on fait une IRM. Et une IRM, ça coûte aussi très cher pour le système de santé. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette notion-là du coût pour la femme, mais il y a aussi un coût pour la société. Et l'idéal, c'est d'essayer d'améliorer le coût tant pour la femme que pour la société. Et donc voilà. Et je crois que vous aviez une question, madame. Non, moi, j'allais rebondir en fait sur ce que vous dites. Là, justement, on va aller un peu sur ce parcours de soins qui est, à mon sens, un parcours du combattant encore aujourd'hui. Alors, c'est de mieux en mieux quand même, il faut se l'accorder, parce que l'endométriose commence à être connue, parce que c'est quand même quelque chose enfin, c'est une maladie qui, jusqu'à il y a très peu d'années, était inconnue même pour les soignants. Là, ça y est, on commence à faire un pas après l'autre. Est-ce qu'au niveau de la formation des médecins, c'est quelque chose qui a été intégré dans la formation obligatoire et continue? Est-ce que vous avez... parce que je crois que M. Véran a annoncé quelque chose à ce sujet-là, hein, qui aurait justement un approfondissement au niveau de la formation des médecins. Oui, c'est vrai, je n'ai pas fini tout à l'heure justement sur les annonces du gouvernement. Donc, parmi les annonces, en effet, il y a l'amélioration de la formation des professionnels de santé. Donc, les médecins, depuis 2020, dans les études de médecine, à la fin du second cycle, il y a l'ECN. Et donc, depuis 2020, ils doivent savoir poser un diagnostic et les premiers traitements d'endométriose pour l'ECN. Les étudiants en médecine, donc les externes, donc avant d'être internes. Mais ça fait que depuis 2020, donc autant dire que c'est les bébés internes. Hein, c'est pas voilà. Mon conjoint qui avait passé l'internat avant, il n'avait pas autant d'informations, alors qu'il était à Lyon, qui est aussi un pôle important sur l'endométriose, parce qu'il y a quand même des grands pontes sur. Voilà, ils avaient quelques informations sur la pathologie, mais pas plus que ça à l'époque. Et il a passé son ECN en 2018. Donc voilà. Donc voilà, c'est obligatoire que depuis 2020 et c'est juste savoir poser un diagnostic et les traitements. Maintenant, là, les annonces du ministre visent les médecins, mais pas que les médecins. Il y a aussi d'autres professionnels de santé qui devraient avoir l'endométriose quand même dans leur cursus et dans leur formation. Les kinés sont très concernés parce qu'ils aident, comme j'ai dit, ils peuvent aider les femmes et beaucoup ne connaissent pas la pathologie. Les infirmières scolaires notamment, pour permettre au diagnostic de la pathologie dans les écoles. Les sages-femmes, c'est important aussi qu'elles aient un module sur l'endométriose. Et au niveau des études, c'est aussi le rendre obligatoire l'idée, c'est aussi de le rendre obligatoire pour les internes en gynécologie, déjà de base. Et pour les internes déjà en médecine générale, en fait, l'idée, c'est de viser les spécialités qui vont être le plus en contact avec les femmes atteintes d'endométriose. Et pour permettre justement le parcours de soins, parce que le parcours de soins, il part du médecin généraliste et du médecin traitant, et l'idée est d'abord donc de viser ces deux spécialités-là, que sont la gynécologie et la médecine générale, même s'il faudra aussi viser tout ce qui va être les chirurgiens digestifs, les urologues. Voilà, il y a aussi toutes ces autres spécialités qui vont être concernées. Mais dans un premier temps, si on arrive déjà à le rendre obligatoire dans le cursus d'internat de médecine générale et de médecine gynécologique, c'est déjà pas mal. Et donc, ne pas oublier surtout les autres professions de santé. Exactement. Il y a actuellement on va dire, des grands pôles spécialisés en endométriose déjà ou pas?
Parce que vous parliez de Lyon un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que le maillage Alors, territorial, forcément, si on voit que oui, voilà, c'est que depuis 2020 que c'est dans le cursus obligatoire, forcément, le maillage territorial pour la prise en soin est forcément pas là pour le moment. c'est ça. Alors en fait, donc nous, au sein de l'association, ce qu'on fait depuis le début, c'est que en fait, les patientes nous donnent des retours, nous font des retours sur leur médecin, sur leur professionnel de santé. Et donc nous, on prend des notes, on enregistre, on se fait quelque part un annuaire en interne à l'association, tout en prenant aussi des notes sur comment est le médecin. Et en fait, après, les patientes qui nous contactent nous disent, bah, voilà, j'ai besoin d'un contact, je souhaiterais avoir un médecin. On essaye d'écouter la patiente et de ressentir déjà qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce que il existe autant de formes d'endométriose que de femmes qui existent, parce que chaque femme a une endométriose différente. On parlait tout à l'heure de difficultés, par exemple, pour le travail, tout ça. Il y a des femmes qui ont une endométriose asymptomatique ou une endométriose qui les laisse plutôt tranquilles et qui n'ont pas du tout ces problématiques de travail ou de choses comme ça. Eh ben, c'est un peu pareil, chaque femme a besoin d'un médecin différent. Certaines femmes vont avoir besoin d'un médecin qui va être cash, qui va être direct. D'autres femmes vont avoir besoin d'un médecin qui va être très à l'écoute, très humain. Donc, on essaye d'orienter un peu les femmes en fonction de ce dont elles ont besoin parce que si les femmes ont des besoins différents, les médecins sont aussi différents. Certains médecins, des fois, sont très cash et d'autres sont beaucoup plus humains. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'orienter les femmes en fonction de leurs besoins et en fonction des médecins qui maîtrisent le sujet également. Et donc, dans les annonces du gouvernement, il y a eu aussi l'annonce de créer des filières de soins dans toutes les régions de France. Et donc, moi, je suis en charge de ça au sein de l'association Endo-France, d'accompagner, en fait, puisque les associations sont membres des filières de soins. Et donc, j'aide les professionnels à monter ces filières de soins et je fais partie des différentes filières de soins, notamment en Bretagne ou en Centre-Val de Loire, voilà, des choses comme ça. Et donc, ces filières de soins, l'objectif, c'est d'améliorer le parcours de soins des patientes. L'objectif des filières de soins, c'est que la patiente soit bien prise en charge de A à Z. C'est d'essayer d'améliorer la prise en charge, de connaître aussi entre eux les médecins qui maîtrisent le sujet dans le département. Mais les filières de soins vont aussi avoir pour rôle de former les médecins dans le département, dans la région, pardon. Parce que c'est une filière par région. Et donc, si je prends l'exemple de la filière de Bretagne, par exemple, donc il y a des pôles, il y a du coup les spécialistes de l'endométriose dans la région qui sont donc dans le bureau et dans le comité d'administration de l'association et qui vont aider participer à la création de formations pour l'endométriose pour tous les médecins généralistes ou médecins libéraux médecins généralistes, gynéco et autres du territoire qui souhaitent être formés et rejoindre la filière de soins. Une fois que les médecins rejoignent la filière de soins, il y a un annuaire en fait sur cette filière, sur le site internet, que les femmes peuvent consulter pour aller vers les professionnels dont elles ont besoin. Par exemple, si elles ont besoin d'un médecin généraliste qui maîtrise l'endométriose, eh bien, elles peuvent voir elles peuvent le voir sur le site internet. Et donc, ces professionnels, ces experts, entre guillemets, de l'endométriose qui seront dans le bureau ou dans le comité d'administration, vont aussi se réunir régulièrement tous les mois, par exemple, pour faire des RCP, pour discuter des cas complexes, des dossiers un peu complexes ensemble et prendre des décisions ensemble de savoir quel type d'opération on fait à cette personne, comment est-ce qu'on la prend en charge, où est-ce qu'elle est prise en charge, par qui est-ce qu'elle est prise en charge. Et donc, il y a différents types de RCP. Il y a des RCP de niveau 1 qui vont être des dossiers qui peuvent être présentés par des médecins généralistes dans des CRCP, et il y a des RCP de niveau 2 ou de niveau 3, donc plus le dossier va être complexe, plus quelque part le niveau de la réunion de concertation pluriprofessionnelle sera importante. Et donc oui, aujourd'hui, on a des gros pôles avec des grands spécialistes de l'endométriose en France, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir des spécialistes dans toutes les régions. Le problème qu'on a aussi, c'est la démographie des professionnels de santé. Ça, c'est un problème qui ne touche pas que l'endométriose, qui touche toutes les pathologies. Il y a un manque de médecins aujourd'hui en France. Et ce manque de médecins, on n'est pas encore arrivé dans le creux de la vague. Parce que pour avoir fait mon mémoire de fin d'études sur le problème de la démographie de la médecine générale, ce n'est pas encore arrivé. On a encore quelques années devant nous où ça devrait encore décroître. Et le problème, c'est que, donc on dit, il faut former plus de médecins.
d'accord, mais si on ouvre les vannes pour la formation des médecins, on fait comment? On arrive dans un service à l'hôpital où il y a 50 internes pour un médecin, ils ne seront pas forcément bien formés non plus. Donc, on ne peut pas non plus ouvrir les vannes de manière complètement, très ouverte. On ne peut pas ouvrir complètement les vannes parce que, certes, il faut former plus de médecins, mais il faut aussi des médecins pour les former. Et si on se retrouve avec un médecin qui doit former 50 internes, forcément, il va y avoir des lacunes dans la formation. Exactement. Donc, on a fait des auditions. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a déjà fait deux auditions sur la formation, justement, que ce soit au niveau médical ou toutes les professions de soins. Et c'est effectivement ce que l'on disait aussi. Voilà. Et il va falloir un peu de temps. C'est toute la complexité. C'est ça, c'est toute la complexité du système, de la problématique de la démographie. Mais cette problématique, elle impacte aussi beaucoup l'endométriose parce qu'en fait, les femmes atteintes d'endométriose ont souvent besoin d'un gynéco. Et on connaît beaucoup le problème de la démographie de la médecine générale, mais le problème de la démographie de la gynécologie en France est encore plus impacté. Puisqu'on forme moins de gynécologues que de médecins généralistes, puisque dans le numerus clausus, à l'ECN, il y a un nombre de places par spécialité, il n'y a pas énormément de places en gynécologie. Et donc, on a aussi ce manque de gynécologues criant en France, et notamment en libéral, puisque la médecine libérale fait moins d'œil aux jeunes que la médecine en établissement. Il y a aussi la judiciarisation de la société où les femmes ou les patientes portent de plus en plus plainte. Il y a plus de plaintes qui sont posées par les patients et c'est normal aussi, elles ont des droits. Et il faut qu'elles puissent faire respecter leurs droits en tant que patientes. Et c'est vrai que ça fait peur beaucoup aux professionnels, donc ils préfèrent être en établissement avec la protection quelque part de l'établissement que de se retrouver souvent en libéral et du coup de devoir payer eux-mêmes tous ces frais de protection. Et en fait, donc on a un gros manque de gynéco en ville. Mais je pense que ça, c'est aussi lié au fait que les études de médecine sont hospitalo-centrées et les internes en gynéco ne font tout leur internat en hôpital. Il n'y a pas, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu de stages en libéral pour les internes. Et si on a rendu obligatoire au moins un stage d'internat en libéral pour les médecins généralistes, moi je pense que c'est une chose qu'il faudrait mettre en place. C'est quelque chose qu'on avait proposé dans le groupe de travail pour les gynécologues, puisque si les gynécologues, il y en a quand même beaucoup qui travaillent en ville, un peu comme les médecins généralistes, il y en a plus bien sûr, mais les gynécologues, c'est une spécialité qui n'est pas que hospitalière. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de consulter un gynécologue en ville. Et donc, du coup, le fait de leur imposer un stage en médecine en libéral, déjà, ça permet de former plus de médecins, puisque si on ouvre plus de formateurs, il y a plus de possibilités de former. Et ensuite, ça leur permet de découvrir l'exercice de la médecine libérale. Et peut-être même de découvrir une vocation qui est peut-être la leur en fait en gynécologie, et donc aussi de désengorger les villes qui ont besoin de gynéco et donc de gynécos qui maîtrisent l'endométriose pour être formés. Donc voilà, c'est aussi tout le problème. Après, pour pouvoir détecter la maladie, donc il faut des gynécos, il faut des médecins généralistes formés, mais il faut aussi sensibiliser les infirmières scolaires, sensibiliser la population de manière générale, que les femmes se posent la question, mais tiens, ça pourrait me concerner, ça pourrait, et qu'elles pensent à aller consulter, parce qu'on a cet adage dans la population qui dit mais avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Non, c'est pas tout. Il y a un degré, bien sûr, de douleur, mais c'est pas normal de souffrir pendant ses règles. C'est pas normal de louper l'école à cause de ses règles quand on est une jeune fille. Donc nous, avec l'association, on travaille à former des infirmières scolaires pour justement que celles-ci puissent détecter des jeunes filles dans leurs écoles potentiellement atteintes. On participe aussi des fois à des interventions dans les écoles pour présenter la maladie donc, aux jeunes. Et après, voilà, c'est de manière générale, c'est informer la population et former les professionnels de santé. En fait, là, on a zoomé sur l'endométriose, ce que vous dites, mais en fait, en dézoomant, ça concerne tellement de pathologies, finalement, c'est une problématique vraiment générale, en fait.
De quoi je voulais vous parler Oui, aussi? sur l'accès à un gynécologue, c'est tout aussi toutes les pathologies de la femme, hein. Ça peut être Oui, le syndrome polykystique, ça peut être, voilà, c'est tous absolument, les autres besoins. absolument. Du coup, pour résumer sur ce point-là, si vous avez des propositions précises, ça serait quoi sur ce point-là, au niveau de la formation et au De manière niveau... globale, donc, Mm, quand on parle d'améliorer la formation des professionnels de santé sur l'endométriose, c'est la formation de tous les professionnels de santé et pas uniquement les médecins. C'est prendre aussi en considération que la santé de la femme, ça peut toucher d'autres professions, ça peut toucher la kinésithérapie, ça peut toucher les infirmières. Ça, voilà, il n'y a pas que les médecins à former sur le sujet. Et donc, quand on parle de former les professionnels de santé, c'est former tous les professionnels de santé et pas uniquement les médecins sages-femmes, déjà à l'endométriose. Et sur la partie déserts médicaux, bah, on pourrait déjà, si je parle uniquement dans le cadre de l'endométriose et donc de la gynécologie et des pathologies gynécologiques, et ben, c'est ce que je disais sur déjà, pour les internes en gynécologie, imposer un stage en libéral et augmenter peut-être, je pense qu'on a encore la possibilité d'augmenter de ce fait le nombre d'internes en gynécologie, le nombre de places en gynécologie lors du concours de l'internat. absolument. Ensuite, au niveau des urgences, sur la prise en charge Oui. des urgences. Alors, on sait, pareil, hein, nous, ce qu'on remarque au niveau du collectif, hein, c'est voilà, il y a des services d'urgence qui ferment. Donc, déjà, l'accès aux urgences comme l'accès aux consultations en général devient de plus en plus compliqué pour les usagers de la santé. Une fois une femme en souffrance arrive aux urgences aussi, quelle est sa prise en charge? En général, très mauvaise. En général, très mauvaise, puisque l'endométriose, c'est une maladie chronique. Donc, en général, les urgences, c'est quoi? C'est d'urgence. Donc, les professionnels leur disent souvent, mais si c'est pas une urgence, en fait, vous avez mal, mais vous avez mal tous les mois. Donc, pourquoi vous venez là? C'est pas moi qu'il faut venir voir, c'est votre médecin. Mais sauf qu'à ce moment-là, elles sont en crise, elles ont besoin de traitement et elles sont souvent pas entendues, pas écoutées et pas forcément prises en charge. Et elles souffrent pendant 4 heures sur une chaise pas forcément confortable aux urgences et elles attendent. Et donc, dans la formation des professionnels de santé, alors les urgentistes ne peuvent pas maîtriser toutes les maladies, hein, ce n'est pas du tout ce qu'on leur demande non plus, mais dans la formation des professionnels de santé, je pense qu'il est important aussi de sensibiliser, si ce n'est pas former, mais à minima sensibiliser le personnel d'urgence sur cette pathologie et sur le fait que cette femme-là, elle a ça, voilà quoi faire pour la soulager lors de ces crises, en fait. Et à partir de là, la prise en charge peut être très rapide. Il n'y a pas besoin forcément qu'elle reste 4 heures aux urgences. Parfois, l'aider dans sa... si on sait que la patiente a de l'endométriose, déjà, si on sait qu'elle a de l'endométriose, c'est lui demander quel est son traitement et essayer de lui apporter des solutions sur la gestion de la douleur. Maintenant, si la patiente, on ne sait pas qu'elle a de l'endométriose, eh bien, oui, c'est pas forcément une urgence, mais c'est quand même savoir comment la prendre. Enfin, c'est pas forcément une urgence. Ce que j'entends par là, c'est dire que si on ne sait pas qu'elle a de l'endométriose et qu'elle a des douleurs, on va dire qu'elle a des douleurs du coup tous les mois pendant ses règles, l'urgentiste, pour lui, l'urgence, c'est ça fait quelques heures que vous avez mal. Si ça fait 3 jours que vous avez mal, déjà, pour lui, c'est plus une urgence. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Mais bien entendu, pour la patiente qui souffre, c'est important d'avoir un diagnostic rapidement. Donc voilà. Et donc, pour cette patiente qui n'a pas de diagnostic, c'est l'orienter vers un diagnostic et savoir quelles questions poser. Parce que l'endométriose, en posant 4-5 questions, les médecins ils nous disent souvent en conférence, ils nous disent avec 4-5 questions, on sait si on peut orienter, si cette femme a potentiellement de l'endométriose. Si elle a des douleurs pendant les règles, si elle a des douleurs pendant les rapports, si elle a des douleurs pour aller à la selle, si elle a des douleurs pour aller uriner, si elle fait souvent des cystites, si elle a des douleurs cataméniales. Donc, les douleurs cataméniales, c'est des douleurs qui sont liées à la période des règles, qui peuvent être au ventre, des migraines, des sciatiques. Déjà, ça alerte le médecin. Et à ce moment-là, il peut demander un bon pour qu'elle puisse faire une échographie en première intention. S'il trouve quelque chose sur l'échographie, à ce moment-là, il peut lui proposer un traitement.
s'il ne trouve rien sur l'échographie, il peut faire une IRM. À minima, ce qu'il peut faire, si jamais il est vraiment débordé aux urgences, ce qu'il peut faire, c'est, dans un premier temps, on sait que si jamais il a un doute, parce que les questions sont toutes, la réponse à la patiente, elle répond oui à tout, s'il a un doute, la première chose à faire, c'est lui proposer un traitement. Et le traitement, de toute manière, ça va être une pilule en continu. Donc, c'est lui dire, prenez une pilule pour bloquer vos règles, prenez une pilule en continu. Et allez voir votre médecin, votre gynécologue, éventuellement lui donner des noms de contacts, éventuellement, dans le cadre des filières qui seront créées, lui dire allez sur ce site internet, vous aurez le contact de professionnels qui pourront vous apporter un diagnostic. Et donc, c'est dans la prise en charge de la patiente, c'est savoir lui poser les bonnes questions et l'orienter. Et ça, je dirais quelque part l'infirmière d'accueil aux urgences pourrait quelque part déjà avoir une puce à l'oreille et alerter le médecin en disant au vu des symptômes, tout ça, ça pourrait être de l'endométriose. Ensuite, le médecin pose des questions. Ok, on lui donne ça pour la douleur, un anti-inflammatoire. Et ça va dépendre bien sûr de la dose de douleur, hein, mais on va lui donner des clés pour gérer sa douleur et un traitement pour si jamais c'est l'endométriose. Et quelque part, c'est un peu le diagnostic par le traitement parce qu'on ne voit pas toujours l'endométriose. Je l'ai dit, la première intention, c'est l'échographie. Si on voit rien à l'échographie ou si la patiente a des douleurs qui ne sont pas concordantes avec ce qu'on voit à l'échographie, on fait une IRM. Enfin, le médecin prescrit une IRM. Et ensuite, parfois, il y a des femmes, on ne voit rien à l'IRM parce que l'endométriose, ce n'est pas lié aux atteintes. C'est-à-dire, les douleurs ne sont pas liées aux atteintes. C'est-à-dire qu'une femme qui a beaucoup d'atteintes peut ne pas avoir du tout de douleur ou très peu de douleur. Et une femme qui a des toutes petites atteintes qui font quelques millimètres, micromètres, mais le nodule est bien placé sur un nerf, elle va souffrir le martyre. Alors que ça ne se verra ni à l'échographie ni à l'IRM. Et souvent on disait, on va ouvrir pour voir. Mais aujourd'hui, on essaie d'éviter les opérations parce que avec l'opération, on peut se retrouver après avec des nodules sur les cicatrices. Et ça, ces nodules sur les cicatrices, aujourd'hui, c'est très compliqué à traiter. Et ces nodules-là, les femmes, elles en souffrent même à la ménopause. Donc, l'important, c'est d'éviter, si on peut, les opérations. Et donc, si on ne voit rien à l'échographie ou à l'IRM, c'est de proposer un traitement pour la prise en charge. Et si le traitement soulage, on pourra se dire, c'était sûrement de l'endométriose. Après, je peux comprendre, il y a des femmes qui ont absolument besoin de voir la maladie, donc je peux le comprendre. Mais parfois, se dire que si on cherche absolument à la voir, ça peut engendrer d'autres choses. C'est peut-être mieux, des fois, de prendre un traitement. Et je pense que si on a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui sont diagnostiquées, c'est aussi un peu lié à cette vague dans la société qui est contre les hormones et contre la pilule. Il y a de plus en plus de jeunes qui disent moi je vais arrêter la pilule, je vais arrêter les hormones. Et moi la première, j'ai obtenu mon diagnostic, j'étais sous stérilet en cuivre parce que je voulais plus prendre de pilule. Donc j'ai décidé de mettre un stérilet en cuivre. Et ça, en fait, ça a permis à ma maladie de se développer. J'ai mis de l'engrais sur l'endométriose. Et donc elle a poussé. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert après à l'échographie. Et donc on m'a retiré le stérilet en cuivre en me disant face à une endométriose, c'est contre-indiqué. Ah, d'accord. Mais du coup, le seul traitement que je peux vous proposer, c'est la pilule en continu. J'ai pris les kilos qui vont avec et j'ai pris la pilule. Après, c'est de trouver la pilule qui vous apporte En fait, le problème de la pilule, c'est les effets secondaires. Donc, c'est essayer de gérer aussi les effets secondaires. Dans la prise en charge d'une patiente atteinte d'endométriose, il y a aussi l'aider à gérer les effets secondaires de la pilule. Donc, ça peut être la prise de poids, ça peut être des consultations d'esthétique, essayer de réadapter son régime alimentaire à une hygiène de vie un peu plus saine. C'est pour la libido, tout ça, ça peut être des rendez-vous avec des sexologues, parce que ça, les sexologues, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi important dans l'endométriose, puisqu'il y a les femmes qui ont des problèmes de libido à cause des traitements, mais il y a aussi des problèmes liés aux douleurs lors des rapports qui peuvent être pris en charge. En tout cas, la sexologue peut accompagner les femmes. Oui, on voit dans cette prise en charge, en fait, il faut une collaboration multidisciplinaire indéniable. Et encore une fois, la formation est au cœur de tout. Concernant la recherche, M. Véran donc, a annoncé un budget assez conséquent, enfin, tout est relatif en même temps, mais de plus de 20 millions d'euros, c'est ça? Oui, 25 à 30 millions. 25 à 30 millions, d'accord.
on entend parler de ci, de là, d'un test diagnostic salivaire. Salivaire. Bon, c'est en cours de test, c'est ça, ou ça en est un peu de ces Alors, recherches? déjà sur la recherche de manière globale, moi, ce que j'ai noté dans la communication du gouvernement, c'est 25 à 30 millions de recherches pour la santé de la femme, pas pour l'endométriose. Ah, d'accord. Déjà, moi, j'ai noté cette phrase-là, donc j'attends de voir, parce que j'ai des collègues qui m'ont dit non, c'est vraiment pour l'endométriose. Chez moi, j'attends de voir, c'est pas clairement dit que c'était pour l'endométriose, donc c'est des sous, et des sous, il y en a besoin pour la recherche, et si j'ai une autre proposition, c'est plus d'argent pour la recherche. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment les causes de l'endométriose, on n'a pas suffisamment d'informations sur l'endométriose, et une fois qu'on aura des informations sur les causes de l'endométriose, on pourra faire des recherches après pour des traitements plus adaptés, qui seraient forcément mieux pour les femmes, je pense. Le fameux test salivaire, c'est une étude qui a été faite notamment par des professionnels de santé qui sont sur Lyon. Elle a été publiée récemment. Après, voilà, c'est prometteur. Si on arrive à poser ce diagnostic avec un test salivaire, c'est vraiment très prometteur. Mais dans cette étude, il y avait quand même de nombreux biais. Voilà, il y avait il y a plusieurs spécialistes de l'INSERM en épidémiologie qui sont intervenus justement sur le sujet pour montrer un peu les biais de cette étude. Alors moi, je ne suis pas vraiment très spécialisée, mais alors, bon, je pense qu'eux parleront mieux que moi, mais voilà, il y avait plusieurs biais, notamment sur déjà, il y a le coût de ce traitement. Déjà, enfin de ce test, ce serait un test qui coûterait déjà aux alentours des 400 €. Hein, donc, c'est pas. Ah oui. Donc, c'est un coût supplémentaire s'il est pris en charge pris en charge pour la société et s'il n'est pas pris en charge pour la patiente. Donc voilà. Après, aujourd'hui, il est encore à l'étude, ce test. Donc, moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est la grosse communication qu'il y a eu autour sur toutes les chaînes télévisées pour un test qui est encore en étude et qui démontrait quand même beaucoup de biais. Donc voilà, moi, je mettrais des réserves. Pour moi, si jamais ce test est validé, c'est une révolution et c'est génial. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas aller trop vite non plus dessus, il ne faut pas donner trop de faux espoirs non plus aux patientes. Aujourd'hui, c'est un test qui est à l'étude. Et alors, je vais l'expliquer avec mes mots, ce ne sera peut-être pas forcément les bons. Et voilà, faudra aller voir après ce qu'explique exactement le chercheur de l'INSERM en épidémiologie, mais il explique que, si j'ai bien compris, ils utilisent des biomarqueurs qu'ils ont trouvés qui étaient semblables chez toutes les femmes atteintes d'endométriose. Et en fait, ils recherchent si ces biomarqueurs, en fait, dans le test salivaire, ils recherchent ces biomarqueurs. Ils disent, elles ont toutes ces marqueurs-là, donc elles ont de l'endométriose. Sauf qu'ils n'ont pas vérifié si ces marqueurs-là existaient pour d'autres pathologies. Et donc, si ça se trouve, on pourrait détecter d'autres pathologies que de l'endométriose. Comme on pourrait aussi ne pas détecter des endométrioses qui n'auraient pas ces biomarqueurs. Donc, bon, le chercheur d'INSERM disait que ça méritait encore d'être étudié et qu'il ne fallait pas non plus… voilà. Mais après, c'est mes mots et je ne maîtrise pas exactement les termes scientifiques et les termes exacts. D'accord. Je vois qu'Arnaud Chiche est parmi nous. Hop, Arnaud, est-ce que tu peux remettre ton micro? Tu peux. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu m'entends? Oui. Bon, merci beaucoup Endo-France d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. C'est très important. J'ai plusieurs petites questions. Pourquoi Endo-France estime que c'est intéressant de venir témoigner dans le Ségur de la santé? Dans quel but? Deuxième question, est-ce que vous parlez avec d'autres associations qui défendent d'autres grandes causes médicales? Quelles sont vos relations avec elles? Est-ce que vous arrivez à les agréger? Est-ce que vous vous regroupez? Ou est-ce que finalement vos chemins sont indépendants et vous ne vous parlez pas trop, ce qui, de mon point de vue, est un peu dommage? Troisième question, il y a eu un plan endométriose, sauf si vous en avez déjà parlé avant, Myriam, puisque malheureusement, j'ai essayé de suivre, mais peut-être que vous en avez déjà parlé. Le plan gouvernemental en faveur… Vous en avez parlé de ça, du plan gouvernemental? Oui. Ah, ok, d'accord. On a détaillé les points. Je voulais juste savoir s'il était insuffisant, mais vous avez peut-être déjà répondu. Voilà, trois petites questions. Donc, pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous parlez avec les autres? Et puis, en quoi le plan est insuffisant? Voilà. Merci Arnaud.
D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on est là? En fait, pour nous, la mission première, enfin, les missions d'Endo-France, c'est soutenir, informer et agir. Et on est là aujourd'hui pour informer et pour agir. Déjà parce que c'est important d'intervenir le plus possible pour pouvoir informer sur la pathologie et agir. Ce que vous proposez, c'est justement de proposer des solutions, de faire des propositions, d'être force d'action, enfin force de proposition, notamment dans la campagne, si j'ai bien compris. Et donc, pour nous, c'est quelque part, c'est agir aussi que de donner ces informations et de faire des propositions. Ensuite, les autres associations, donc oui, on parle avec d'autres associations, notamment il y a une association sur les syndromes des ovaires polykystiques ou des choses comme ça, des associations qui vont avoir un lien avec les pathologies quand même liées, qui sont souvent confondues avec l'endométriose. Et on échange, on fait des lives sur les réseaux sociaux avec elles et on s'entraide parfois sur les relations qu'on peut avoir, sur comment intervenir avec le ministère, sur comment faire avancer les choses. Donc voilà. Et après, le plan, est-ce qu'il est insuffisant? C'est ce que je disais, hein, c'est que on a le ministre de la Santé qui nous a réunis donc, pour un comité de pilotage le 14 février, où, juste le jour où il a annoncé donc, le montant pour la recherche qu'on attendait avec impatience. Encore une fois, donc, ce montant, cette somme d'argent allouée à la recherche, donc, comme ils l'ont annoncé, c'est une somme annoncée pour la recherche sur la santé de la femme. Il n'a pas clairement annoncé ce montant-là pour l'endométriose. Donc déjà, j'attends de voir ce que ça va donner, combien vont être alloués à l'endométriose là-dedans, parce que la santé de la femme, ça peut aussi être le cancer du sein. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la santé de la femme, même si c'est déjà très bien, 25 à 30 millions d'euros, on ne va pas cracher dessus, hein, de toute manière. Même 10 euros, de toute manière, on ne crache pas dessus aujourd'hui. Tout ce qui est bon pour la recherche, tout argent est bon pour la recherche. Ça veut dire quand même que ça a été pris. Ça veut dire que le sujet est quand même pris au sérieux. C'est ça. Quand même si c'est insuffisant, oui. Il y a quand même une écoute et une réponse. C'est vachement important. C'est ça. C'est savoir qu'on est écouté, qu'il y a une communication. Après, plan insuffisant, écoutez, on va voir parce qu'il va y avoir des nouveaux groupes de travail. On va travailler à la mise en place maintenant du plan d'action. Donc, on va voir comment ça va se mettre en place. On espère que les élections ne vont pas trop interférer dans la mise en place de ce plan. Et voilà, on va essayer de travailler avec eux et c'est une fois que le plan sera mis en œuvre qu'on pourra dire vraiment, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui s'il est suffisant ou insuffisant. Ce qu'on peut saluer, c'est le fait qu'il ait été annoncé déjà et le fait qu'on soit le seul pays au monde où un président de la République, un chef d'État a parlé d'endométriose. C'est le seul pays du monde où un chef d'État parle d'endométriose. Je continue. Excuse-moi, Myriam, je me permets pendant que non, très bien. C'était quelles sont vos relations? Alors, parce que la partie que j'ai entendue, vous avez beaucoup parlé des sages-femmes, des gynécologues, des internes, bon, finalement de toutes les corporations médicales qui prennent en charge ces femmes qui souffrent. La relation des instances scientifiques, des gynécologues, obstétriciens avec vous, elle est bonne et ils vous écoutent? Ou alors vous êtes un peu perçus comme des emmerdeurs ou non, il y a une bonne écoute, vous vous entendez bien, vous connaissez bien et eux, ils apprécient votre travail. Voilà, question naïve. Hein. Alors, s'ils apprécient notre travail, je pense que c'est plutôt à eux, du coup, de répondre à cette question. Mais pour le coup, nous, non, on a vraiment une bonne écoute avec eux. Donc, je disais, moi, mon rôle dans l'association, c'est d'être en relation avec les institutions. Donc, je suis en relation, je fais partie des groupes de relations avec le Conseil national des gynécologues et obstétriciens de France, de la Haute Autorité de Santé, de la NSM également. Et du coup, on intervient avec eux régulièrement. On est régulièrement invité sur les différentes recommandations. Donc, certes, on a participé aux recommandations sur l'endométriose de la Haute Autorité de Santé, mais le Conseil national des gynécologues et obstétriciens de France nous a aussi invités à participer, donc l'année, il n'y a pas si longtemps que ça, donc, aux recommandations sur les ménométrorragies. Et là, nous participons actuellement aux recommandations sur suite aux différentes annonces qu'il y a pu y avoir sur des violences faites à des patientes par des gynécologues, la Haute Autorité de Santé, le Conseil national des gynécologues et obstétriciens de France a décidé de rédiger des recommandations sur l'examen pelvien
pour que non seulement les médecins puissent avoir un référentiel, mais aussi que les patientes aient un référentiel pour savoir à quel moment est-ce que ça va trop loin et à quel moment est-ce que c'est pas normal. Et donc, on participe aussi à ces recommandations-là. Donc, on a plutôt des bonnes relations, on a des différents membres de notre... C'est plutôt vraiment une interaction importante, ça. C'est chouette. Bon, c'est bien. Bah, Oui, écoutez, merci beaucoup. Pardon, oui. Oui, on a plusieurs membres de notre comité scientifique qui sont membres des différents conseils. Et donc, on échange assez régulièrement avec eux. Super, super. Si on pouvait améliorer qu'est-ce que nous on peut faire pour vous aider plus que ce qu'on ne fait? C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on essaye qu'on est rentré en contact avec vous, qu'on essaye de très humblement. Le collectif est assez. Il y a une page Facebook un peu dynamique qui est quand même beaucoup regardée. On peut continuer à partager vos informations, à être pour vous un canal de communication ou d'information. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on peut peut-être le faire mieux. Hein. Faudrait pas hésiter à rentrer en contact avec nous, peut-être de manière plus resserrée, pour qu'on trouve un fonctionnement plus huilé, pour peut-être qu'on partage vos supports plus régulièrement, de manière plus réglée, puisqu'en fait, c'est quand même l'objectif du collectif. On défend le système de santé dans son ensemble. S'il y a une pathologie comme la vôtre et une association qui la défend, qui a besoin d'être portée et être mise en valeur, nous, on peut tout à fait profiter de la petite médiatisation du collectif pour vous filer un petit coup de main, même si vous êtes déjà très actif. Il ne faudra pas hésiter à faire ça. D'accord, écoutez, je vous remercie de la proposition et j'en profite puisque la semaine du 8 mars, on a la semaine européenne de lutte contre l'endométriose. Oui, européenne. Ah oui, donc là, il faudra même. Donc, on pourrait même modifier. Donc, on communique beaucoup. Ouais. Donc, on pourrait même, excusez-moi de vous interrompre, c'est parce que je préfère dire quand j'ai l'idée tout de suite, on pourrait même, là, on a un petit peu modifié les photos en rapport avec le conflit ukrainien, mais on pourrait, le temps de la semaine, peut-être avoir une petite signalétique sur les photos de profil, rajouter sur le bas de la santé. Le ruban jaune. Oui, sur Facebook, on a un ruban jaune qu'on met sur les photos de profil pour la semaine de l'endométriose, justement. D'accord. Ouais. Ça, on pourrait parce qu'en fait, le mois de mars, de manière globale, c'est le mois de l'endométriose, mais il y a cette semaine et à la fin du mois, il y a aussi la journée internationale de lutte contre l'endométriose. Donc, voilà, il y a le mois de mars, c'est le mois important pour nous. On a beaucoup d'événements prévus. On essaye de la communication là-dessus, c'est toujours bon à avoir. Parce que le mois d'octobre, il était pris. Avec il y a oui. Et après, il y a aussi le November et en mois de mars, il y a aussi l'Ars bleu. Ah, d'accord. Ça devient compliqué, là. C'est très pris. Il y a peut-être des questions dans la salle, dans les commentaires. Je crois que j'ai vu passer une question, Myriam, là, à l'instant. Je sais pas. Attends, je vais y aller, je vais la lire. Donc, quelle est la méthode pour arriver à sensibiliser quelle est la méthode pour arriver à sensibiliser le PDO dans l'État? C'est une question de Thomas. On en a un petit peu, je sais pas, je vous laisse répondre. J'imagine que on le fait quotidiennement. On peut faire des clips vidéo, par exemple. Quand on a beaucoup d'argent, on peut faire des clips vidéo sur des chaînes mainstream, des médias, peut-être, non? Je sais pas. Alors justement, nous, on a notre marraine Laetitia Milot qui nous a offert gracieusement justement 2 clips vidéo en 2016 et en 2021 qui sont passés sur TF1 tous les deux et sur France 5. Elle avait fait aussi son reportage qui était passé sur TF1. Comment sensibiliser au plus haut dans l'État? Écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire quotidiennement. Déjà, si on sensibilise un grand nombre ce qui sensibilise l'État, la politique, c'est le fait que ça touche beaucoup la population, déjà. Plus ça touche du monde dans la population, plus ils sont concernés. Et quelque part, c'est aussi montrer le coût que ça a pour la santé, cette errance médicale, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a 7 ans avant d'avoir un diagnostic, pendant toute cette errance médicale, c'est des femmes qui vont aller voir plein de médecins, qui vont essayer d'avoir des réponses à leurs questions, qui vont essayer plein de traitements. Et ça, c'est un coût, mine de rien, pour la sécurité sociale. Et c'est aussi montrer à l'État qu'en réduisant le délai de diagnostic, non seulement on réduit ces coûts-là, mais on réduit aussi les coûts parce qu'une femme qui est diagnostiquée plus tôt
a potentiellement des atteintes moins graves, parce que plus on laisse le temps avant qu'elle soit diagnostiquée, plus elle va avoir des atteintes graves et plus sa prise en charge va être complexe. Maintenant, une femme qui est diagnostiquée rapidement, eh ben, elle va avoir moins d'atteintes et sa prise en charge va être beaucoup plus simple et donc beaucoup moins chère aussi pour la sécurité sociale. Et je pense que ça peut aussi sensibiliser les politiques plus que les femmes, on va dire. C'est sûr. Arnaud, tu n'as pas ton micro. On ne t'entend pas. Voilà. Toujours pas. Là non plus. Là, et là, oui. Ouais. C'est bon. Je disais que je vous remercie, enfin, on vous remercie tous au nom du collectif d'avoir accepté de participer au vrai Ségur de la santé et à ce dernier jour de la semaine, même s'il y a encore une session ce soir à 19 h sur la formation avec le PASS, le LAS, les études de santé. On fait une deuxième session. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Vous pouvez aussi faire savoir à Endo-France que le vrai Ségur de la santé se poursuit jusqu'à fin mars. Si d'ici fin mars, vous éprouvez le besoin de revenir ou de redemander une session, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, nous, on s'engage à communiquer le plus possible avec nos moyens, vos supports visuels, vos campagnes. Lors des semaines précises, on essaiera de modifier nos petites photos de profil. C'est des petits trucs, mais dans la com, finalement, il n'y a pas de petits trucs. Donc voilà, vraiment, je vous remercie. Je vais être obligé, moi, de vous laisser parce que le train démarre. Et donc, je ne vais pas pouvoir continuer. Et il y aura les annonces. Et il y aura les annonces. Myriam, tu peux donc peut-être, si tu as le programme de la semaine prochaine, rappeler. Endo-France, merci beaucoup. Et ce n'est que le début d'une collaboration qu'on peut définir ensemble. Hein. Il n'y a aucun souci. Merci à tous. Merci beaucoup. Je quitte le live, mais Myriam, tu peux conclure toi aussi, bien sûr. Je vais conclure. Ouais. Je vais conclure. Déjà, oui, merci Sabine. Donc, oui, c'était important pour nous, Collectif Santé en Danger, que vous veniez pour plein de raisons. Oui, c'est l'année de l'endométriose, donc voilà, cause nationale. Parce que nous sommes suivis par beaucoup de femmes. Dans l'association, il y a 80% de femmes. Et parce que nous avons à cœur en fait de mettre au cœur de nos préoccupations le parcours des usagers. Et que voilà, c'est un bel exemple que vous nous donnez. Ça nous permet de réfléchir, d'avancer, d'appuyer les propositions. Et effectivement, là, on parle de l'endométriose, mais on peut tout à fait projeter sur plein d'autres pathologies. Finalement, les grands items se retrouvent, se croisent. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Et si je peux me permettre une réflexion qui est plus d'un point de vue personnel, enfin professionnel pour moi, du coup pas vraiment sur l'endométriose, mais un peu quand même, c'est que le Ségur de la santé, moi j'ai trouvé qu'il il a oublié le milieu libéral. Et ça, on le ressent aussi dans le cadre de l'endométriose, puisque finalement, les patientes sont suivies quand même par des médecins libéraux, médecins généralistes ou gynécologues souvent. Et ce Ségur a vraiment manqué, a complètement mis de côté la médecine libérale, qui pourtant, dans cette crise sanitaire, a été en premier lieu, les premiers acteurs de la santé, les médecins généralistes notamment. Donc, voilà, je voulais vraiment mettre aussi à cœur sur le vrai Ségur de la santé doit aussi prendre en considération pas que l'hospitalier, mais le libéral. C'est ce que nous faisons. Nous prenons vraiment en compte l'hôpital, la ville, la prévention, l'éducation, la santé environnementale. Voilà. On essaie d'oublier personne, nous. Oui, c'est important. Donc, comme disait Arnaud, ce soir, donc nous avons une table ronde sur la formation. Comme je vous disais, en fait, on a déjà eu des auditions, mais il y a tellement de choses à dire qu'on s'est dit, il faut recommencer, donc ou continuer plutôt. Lundi à 13 h cette fois-ci, pas à 12h15, de 13 h à 14 h, nous avons Martin Blachier, si je ne me trompe pas, et Emmanuel Loeb. Ça va être super intéressant, ne manquez pas ça. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Et merci puis, à très bientôt alors. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.